le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprend les transitions dans lequel nous explorons les transformations environnementales, numériques et managériales des organisations et des individus. Alors aujourd'hui, on est ravis de recevoir Neige Nicolas. Bienvenue Neige. Merci Chloé. Donc tu es consultante RSE et tu es notamment cofondatrice de Solutions Transition. Oui, tout à fait. Donc un cabinet de conseil dans le domaine de la RSE. Donc on accompagne nos clients dans leur transformation environnementale et sociétale sur du conseil, de la formation et des actions de sensibilisation. Sur tout le territoire sud et national. Oui, tout à fait. Nous, on est basé dans le sud, mais on travaille dans toute la France. Alors, première question, quelles sont selon toi justement les principales résistances que rencontrent encore beaucoup les entreprises lorsqu'il s'agit justement d'une véritable transition écologique? Oui, cette question des résistances, malheureusement, elle est encore centrale pour beaucoup d'entreprises et dans beaucoup de secteurs. Pour moi, la première résistance que rencontre une entreprise qui veut entamer des démarches de transformation, c'est la complexité. Quand on parle de RSE, aujourd'hui, on couvre de nombreux domaines. On couvre tout le volet du social et tout le volet de l'environnemental. Donc, en vrac, on va parler de diversité et d'inclusion, on va parler de transparence, on va parler de gouvernance, on va parler de crise climatique, on va parler de ressources, d'émissions carbone. Et c'est difficile de s'y retrouver dans tous ces enjeux-là qu'on appelle enjeux matériels pour l'entreprise. La question de la complexité, pour moi, elle se traite vraiment en construisant une stratégie RSE alignée à la stratégie de son entreprise. L'idée, c'est vraiment de se dire comment je dézoome un tout petit peu de ma vision économique de mon entreprise pour aller sur une vision un petit peu plus écosystémique et intégrer dans ma stratégie des données extra-financières, donc qui ne touchent pas aux éléments financiers. Et à partir du moment où on aligne notre stratégie financière et notre stratégie extra-financière, les choses se clarifient tout de suite beaucoup. Ça permet de simplifier l'action, comme tu disais en introduction Ouais. tout à l'heure. Donc ça, c'est la première principale résistance. La deuxième, tu nous parlais peut-être du coût. Oui, le coût des démarches, le coût financier évidemment, mais aussi le coût humain. On est vraiment sur des démarches de transformation. Donc, on va forcément impliquer toute l'entreprise, de la direction aux postes vraiment les plus opérationnels. On va aussi impliquer nos parties prenantes externes, nos fournisseurs, nos clients, nos banques, les collectivités, si on travaille avec des collectivités, etc. Donc, tout ça, ça prend du temps, ça a un coût. Moi, ce que j'aimerais démystifier sur cette question du coût, c'est que aujourd'hui, des solutions existent pour financer ces démarches. Donc, nous, on accompagne beaucoup de nos clients à travers des financements OPCO, des financements européens. On a des programmes qui sont portés par les CCI, qui sont portés par les métropoles, qui sont très accessibles. On parle de 1 500 à 2 000 euros pour mettre en place sa démarche, la structurer, la valoriser à travers un rapport de durabilité. Et en fait, ce coût, il est vraiment à mettre en perspective avec les bénéfices. C'est-à-dire que… Qui sont énormes. Les bénéfices, par la suite, ils sont hyper intéressants. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, beaucoup de patrons de PME et de TPE s'engagent dans ces démarches parce qu'ils ou elles sont soumises à des exigences de la part de leurs parties prenantes qui sont de plus en plus élevées. Aujourd'hui, pour être très concrète, c'est quoi nos moyens pour faire du business? On a le B2C, donc la société civile. Donc là, tous les chiffres, toutes les études d'impact, toutes les analyses montrent que les attentes en termes de consommation plus responsable progressent. Les attentes en matière de transparence progressent. On a les collectivités qui, elles, sont soumises à des lois qui les forcent à mettre en place des clauses environnementales dans leurs marchés publics. Donc aujourd'hui, pour répondre à des marchés publics, on est obligé de produire des données environnementales. On a les grands comptes, évidemment, qui eux aussi sont soumis à des contraintes réglementaires comme la CSRD
et donc ont des exigences de plus en plus élevées envers leurs fournisseurs. Donc aujourd'hui, en tant que PME ou TPE, si on veut travailler avec un grand compte ou une grande entreprise, on doit pouvoir montrer qu'on a analysé ses risques, mené une analyse de matérialité, défini sa stratégie RSE et valorisé l'ensemble dans un rapport de durabilité. Et puis, évidemment, comme dernière source de business, on a nos financeurs, les banques, les investisseurs qui nous permettent des choses. Et là, c'est pareil. Maintenant, dans les questionnaires des financeurs, on a toujours le volet environnemental qui ressort. Est-ce que vous avez réalisé un bilan carbone? Est-ce que vous avez fait un audit énergétique? Et ces questions-là, elles sont de plus en plus centrales. Et c'est ça qui pousse les chefs d'entreprise à s'engager dans ces démarches-là. Si vous aussi, auditeurs qui nous écoutez, des chefs d'entreprise, PME, TPE, souhaitez transiter sur la transformation environnementale de votre structure, comment ça se passe pour déposer un dossier, pour faire une demande, pour une aide? Justement, tu me disais en préparant l'interview que c'était accessible vraiment à beaucoup de PME, beaucoup de TPE, que les demandes ne sont pas trop conditionnées aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment accessible à toutes les PME et toutes les TPE. On est vraiment sur des démarches sur mesure. Nous, donc Solutions Transition, ou n'importe quel cabinet de conseil RSE de votre entourage peut vous accompagner, en tout cas je le souhaite, peut vous accompagner sur ces démarches-là. Donc, identifier vos besoins, les chiffrer en termes de coûts, mais surtout de coûts humains, trouver éventuellement des programmes d'accompagnement, des financements, monter les dossiers pour rendre la partie administrative plus légère et plus soutenable pour vous, parce qu'on sait qu'on est souvent écrasé par le poids de l'administratif quand on est un ou une chef d'entreprise. Et ça, c'est des choses qu'on co-construit vraiment ensemble et qui restent à peu près légères. Donc, la complexité, le coût, les principales résistances. Neige, tu nous expliques qu'en fait, il y a de vraies solutions qui sont accessibles vraiment à toute structure. Comment tu convaincs aujourd'hui ces dirigeants sur cette RSE et la transition écologique pour leur expliquer que ce n'est pas des contraintes, justement, mais de réelles opportunités de performance et d'innovation? Ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a vraiment à cœur de sortir de ces considérations de coûts, de complexité, pour emmener les dirigeants sur la question de la vision. Et ça, souvent, c'est un sujet qui anime les dirigeants. Qui de mieux que le dirigeant pour avoir une vision pour son entreprise? Et nous, ce qu'on fait avec les dirigeants, c'est qu'on fait un vrai travail d'acculturation pour leur montrer la vision à long terme et la vision à court terme. La vision à long terme, c'est aujourd'hui, 2025, 21e siècle, plus de degrés depuis l'ère pré-industrielle, été caniculaire, le plus chaud pour la 3e année consécutive. On sait qu'on est confronté à des défis qui sont immenses. On a une véritable urgence climatique. La question, c'est pas est-ce que mon entreprise va être impactée, mais c'est quand mon entreprise va être impactée. Et donc, amener les dirigeants à prendre conscience des risques qui pèsent sur leur activité. On parle de ressources, mais la ressource eau, est-ce que votre entreprise est prête à faire face à une eau tellement polluée qu'elle ne peut plus utiliser l'eau du robinet pendant 3 semaines, par exemple? Est-ce que votre entreprise sait faire face? Aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont extrêmement dépendants, l'agriculture, le tourisme, l'industrie. Si votre secteur d'activité est dépendant d'un de ces secteurs, forcément, vous allez être impacté. Donc, voilà, c'est vraiment cette vision à long terme. C'est comment on rend l'entreprise plus robuste par rapport aux fluctuations, par rapport aux chocs, aux crises, aux impacts qu'elle va forcément rencontrer. Et la vision un peu plus court terme, c'est de se dire, OK, moi, j'engage mon entreprise parce que j'ai des contraintes liées à mes parties prenantes. Donc, j'ai un grand compte qui me demande un rapport de durabilité, j'ai un investisseur qui me demande un bilan carbone. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'aider les dirigeants à comprendre que ce qu'ils peuvent voir comme une contrainte, et donc qu'ils pourraient subir, s'ils changent leur mindset et qu'ils le voient comme une opportunité, ça va être extrêmement créateur de valeur pour leur entreprise. À plein d'égards. C'est-à-dire que si je réalise un bilan carbone pour cocher une case,
et gagner un marché, effectivement, ça va avoir un coût. Je pourrais presque déduire ce coût-là du montant de mon marché. En revanche, si je comprends tout ce que ça engage de réaliser mon bilan carbone en termes d'économie, parce qu'on va maîtriser ses charges, en termes d'image, en termes d'attractivité, en termes de réponse justement aux attentes de ma partie prenante, mais de toutes les autres. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir le valoriser non pas auprès d'un interlocuteur, mais auprès de plein d'interlocuteurs. Et aussi ce que ça implique en termes de transformation de mon entreprise, parce que au début, on croit qu'on va juste chiffrer des émissions carbone et économiser un peu d'électricité, mais en réalité, on se rend vite compte que les bénéfices et les co-bénéfices, ils vont beaucoup plus loin. Là, on change de mindset et on passe dans une vision qui est beaucoup plus positive, beaucoup plus transformative. Et c'est vraiment là-dessus qu'on amène nos clients. La vision à long terme et la vision à court terme, avec des enjeux qui sont différents, mais qui sont forcément complémentaires. Tout à fait. Et avec votre associé, donc vous êtes deux sur le projet Solutions de Transition, vous parlez de stratégie régénérative. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle transforme concrètement justement ces modèles économiques? Ouais, tout à fait. Alors, on est deux et on gravite avec tout un écosystème qui est formidable. L'écosystème de la transition et de la RSE, c'est un écosystème tellement engagé qu'on travaille énormément avec nos confrères. Enfin, c'est un écosystème très vertueux. Et on a tous vraiment cette passion qui nous anime à nous dire, OK, comment aujourd'hui je crée de l'impact? Et d'ailleurs, on est souvent tous dans ce milieu-là parce qu'on a voulu s'engager professionnellement dans des démarches qui nous animent vraiment très personnellement et en profondeur. Mais la question des stratégies régénératives, elle est essentielle. C'est comment on passe d'une question d'atténuation à une question de transformation. Quand on parle de RSE, souvent on associe les mécaniques de RSE à un contrôle des risques, à une maîtrise des charges, à une atténuation des nuisances, et on va venir corriger les externalités négatives de notre entreprise. Dans la démarche régénérative, dans l'économie régénérative, on va sortir de cette atténuation des nuisances pour aller sur une transformation de notre modèle en profondeur pour qu'il participe non pas simplement à Atténuer, mais atténuer, être créatif justement. ouais, c'est ça, à vraiment restaurer, régénérer, créer du positif sur les écosystèmes. Alors, les écosystèmes, c'est quoi? C'est le vivant, évidemment. C'est le social, c'est les sociétés. Et puis, c'est la culture, en fait, l'écosystème culturel, parce que quand on parle de transition, un des plus gros enjeux, c'est de changer nos récits, d'aller sur des imaginaires différents, de sortir du c'est quoi le succès, bah, c'est d'avoir sa montre Rolex à 50 ans. Mais C'est aussi le bien vivre ensemble, c'est le collectif. Ouais. Et donc, il y a aussi toute cette démarche qui est culturelle et qui est très transformative à ce niveau-là. Et en fait, dans les stratégies régénératives, l'entreprise, elle prend vraiment sa place non plus face à une responsabilité sociétale, mais comme un maillon d'une chaîne trophique, donc vraiment comme un élément vivant d'un écosystème beaucoup plus riche et beaucoup plus vertueux. Et donc, Chloé, pour répondre très concrètement à ta question sur la question de la transformation des modèles économiques, par quoi on passe? La première transformation, elle est très profonde. Elle consiste à accepter de sortir de la notion de performance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours rester dans une logique de performance financière, de performance extra-financière. Pourquoi? Parce que, en fait, par rapport aux défis auxquels on fait face en ce moment, si on reste dans une logique de performance et donc d'efficacité, d'optimisation, de rapidité, on court à la catastrophe. Si on étudie ce qui se passe dans le vivant, les systèmes vivants, c'est des systèmes qui sont tout à fait inefficaces. Ils savent prendre le temps de développer des stratégies de résilience, de robustesse qui leur permet, en cas de choc, en cas de crise auquel ils sont confrontés, donc non seulement de revenir à leur état initial, ça c'est la résilience, mais aussi de continuer dans la durée et donc
de faire face à ces transformations tout en continuant de survivre et donc, quand on est une entreprise, de mener son modèle économique et de continuer d'avoir des clients, etc. Ça, c'est la robustesse. Donc ça, c'est vraiment le point, c'est essayer déjà de sortir de cette notion de performance. Ah, juste comment, pour les chefs d'entreprise qui nous écouteraient, qui trouvent ça hyper intéressant finalement, comment on fait dans un monde qui s'accélère de plus en plus, toujours plus vite? Comment on s'adapte, parce que la performance, elle répond à certainement une accélération dans beaucoup de choses. Comment on fait pour dealer justement avec le fait de ralentir peut-être cette performance, d'avoir une autre vision qui est peut-être plus viable, mais dans un monde qui s'accélère toujours plus vite? Un des premiers éléments, on parlait beaucoup de parties prenantes, d'attentes, etc. C'est vraiment de dépasser cette notion d'attente de nos parties prenantes pour aller sur une notion plus écosystémique. C'est comment on s'insère dans un écosystème qui va être vertueux. Ça passe par des démarches très territoriales, très sectorielles aussi. Et ça peut être hyper bénéfique pour votre entreprise. Vraiment de miser sur les écosystèmes économiques territoriaux et pas qu'économiques d'ailleurs, sur les communautés locales. Ça peut être hyper bénéfique pour l'entreprise et ça peut vraiment permettre de travailler justement ces questions de résilience et de robustesse. Il y a la question des ressources. Sortir de l'économie extractive, c'est vital. On fait face à des pénuries de ressources. On le voit quand le prix de l'électricité augmente, quand le prix de l'acier augmente. C'est vraiment comment je repense mon modèle économique pour aller sur une régénération des ressources et pas sur une extractivité des ressources. Donc, ça vient avec cette question territoriale, comment je m'adresse à mon territoire pour puiser mes ressources différemment. Et puis, puisqu'on parlait par exemple du coût des ressources, l'acier, etc., ça rejoint ce que tu disais sur ce monde qui s'accélère. Ce monde, il s'accélère et on va de plus en plus vite, mais à quel prix? C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de faire toujours plus de résultats, de chiffres et d'aller sur de la performance, mais au prix que si demain, mon fournisseur d'acier en Chine, il fait plus 300% sur ses tarifs, et ben mon entreprise, elle met la clé sous la porte et je licencie 10 personnes? Ou bien est-ce que j'ai envie de prendre un peu plus de temps pour construire un modèle plus robuste, qui sait faire face à ces enjeux et à ces défis? Et pour moi, les chefs d'entreprise, je reviens sur cette notion de vision, qui ont cette vision-là, c'est ceux qui vont vraiment inscrire leur activité dans la durée. Et dans vos accompagnements, vous parlez beaucoup d'intelligence collective qui a toute sa place. Pourquoi, selon toi, c'est indispensable justement de passer par l'intelligence collective pour animer ces accompagnements et pour réussir justement cette transformation sociétale et environnementale? Ouais, très bonne question. L'intelligence collective, surtout à l'heure où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'IA générative. Une démarche de transformation d'une organisation, elle implique forcément toute l'organisation. On ne peut pas mener ce type de démarche enfermé dans un bureau avec un dirigeant. On doit forcément embarquer nos salariés, embarquer nos parties prenantes, embarquer les technologies aussi. Donc, c'est vraiment un embarquement à grande échelle. Et pour ça, on utilise, nous, en tout cas, des méthodes, des techniques, des outils qui permettent d'animer et donc de faire vivre la démarche. Au-delà de la facilitation, on parle beaucoup de coopération. C'est comment on fait coopérer l'ensemble de l'écosystème autour de ce projet d'entreprise. Nous, on l'a carrément inscrit dans notre modèle, pour le coup, dans notre modèle économique. C'est-à-dire que oui, on a cette approche d'expertise où on va faire du conseil, de la formation, mais on a aussi énormément cette approche beaucoup plus vivante d'intelligence collective qui finalement va servir les mêmes objectifs et les mêmes enjeux. On va arriver au même endroit, mais par des démarches euh, plus vivantes et plus coopérantes. Et ça permet d'aller vers le succès, en fait. Est-ce que tu peux par exemple illustrer avec un format qui fonctionne bien avec l'intelligence collective qui embarque justement toutes les équipes? Parce que souvent on dit que pour transiter, une entreprise, elle doit impliquer toutes les parties prenantes. Tu parlais de parties prenantes au sein d'une boîte avec tous les services, que ce soit les ressources humaines, le marketing, la com.
comment vous embarquez sur un format qui fonctionne bien. Tout à l'heure, en préparant l'interview, tu nous parlais de l'hackathon, tu nous parlais du team building. Est-ce que c'est des formats qui impliquent l'intelligence collective, Ouais, tout comme à tu viens de fait. le dire? Tout à fait. Le hackathon, c'est un format qui fonctionne avec le design thinking. Donc, le design thinking, c'est une méthodologie qui sert à créer de l'innovation. C'est celle qui est la plus utilisée dans le monde aujourd'hui quand on veut créer de l'innovation. Et comment on l'applique très concrètement à son entreprise? Eh ben, en fait, on identifie une problématique stratégique et on implique 15, 20, 30, 50 participants pour, sur un temps très court, avec des méthodologies très robustes, créer de la valeur autour de cette problématique. Et à la fin du hackathon, on a des prototypes, c'est-à-dire on n'est pas sur des idées, on est vraiment sur des solutions désirables, concrètes et prêtes à être déployées qui répondent à cette problématique-là. Et c'est vraiment comment on sort, quand on est confronté à un problème, à une problématique, d'un cycle assez vicieux et délétère où on identifie un problème quand c'est déjà trop tard, où on a des irritants, des points de tension, des points de frustration. On se lance dans des séries de réunions, on met des gens autour de la table, ça n'avance pas parce que chacun campe sur ses positions et ça peut durer des mois et ça peut créer du turnover, enfin des mécanismes très coûteux à l'entreprise. Ok, on prend 4 heures, on se met autour d'une table. Et on avance ensemble. On avance ensemble grâce à des méthodes. Hein, c'est pas chacun qui brainstorm à haute voix. C'est vraiment comment on travaille efficacement pour arriver à une résolution, à un consensus ou à minima un compromis, mais à un consensus. Et c'est vraiment ça l'objectif. Et pour revenir un peu à cette image du dirigeant tout seul dans son bureau, c'est la différence entre un dirigeant tout seul avec son expert analyste qui vont cartographier leurs risques, euh, identifier vraiment les points, les enjeux et finalement avoir une vision assez étriquée de l'activité à comment, en prenant nos salariés, des experts métiers, des responsables, des salariés hyper passionnés par ces questions-là, mais aussi nos parties prenantes externes, nos fournisseurs, nos clients, nos banques, etc. Comment en mettant toutes ces personnes-là autour d'une table, on travaille sur nos risques avec une vision beaucoup plus 360. Et en fait, on se rend compte qu'en se lançant dans ces démarches-là, on gagne de la connaissance sur notre chaîne de valeur. Aujourd'hui, les dirigeants, ils ont des angles morts sur leur propre entreprise. Et en fait, en menant ces démarches-là, on lève ces angles morts, on acquiert de la donnée et de la connaissance sur notre entreprise et sur sa chaîne de valeur. Donc, en fait, c'est très bénéfique. Et justement, tout à l'heure, tu parlais d'IA pour conclure l'épisode du podcast. Comment justement tu vois la transition écologique à l'heure de l'IA qui prend de plus en plus de place, l'IA générative notamment? Quel est ton regard là-dessus? Ouais, moi je suis très inquiète sur l'IA. Évidemment, aujourd'hui, on est un peu au Far West avec l'IA. La technologie avance à une vitesse folle. Il y a des enjeux, même j'échange avec des formateurs IA en fait, qui se forment tout seuls parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de cadre. Ça va tellement vite voilà, qu'il n'y a pas encore d'encadrement de ces questions-là. Il y a beaucoup d'enjeux qui se soulèvent, qu'on connaît plus ou moins malheureusement. Il y a la question écologique parce que l'IA est extrêmement consommatrice en données, en ressources. Donc le coût écologique, il est immense. Il est inconnu de beaucoup de gens malheureusement. Il y a le coût social, tous ces emplois aujourd'hui qui sont amenés à disparaître, mais aussi le coût social pour l'entreprise. Il y a le coût de la sécurité, il y a toute la perte des données, il y a le fait de confier toute une partie de son activité à des entreprises privées étrangères. Il y a des enjeux qui sont immenses et qu'on ne maîtrise pas, même moi encore, on n'a pas du tout la vision globale de ces enjeux-là. Et pour autant, il y a une réalité. La réalité, c'est que l'IA, aujourd'hui, elle permet à plein d'entreprises, à de plus en plus d'entreprises, de transformer leur modèle économique, d'automatiser des tas de tâches très réverbatives avec un coût humain important, sujettes à erreur, etc. Donc, les entreprises utilisent ces outils
pour automatiser pas mal de choses, pour améliorer pas mal de choses et même pour transformer leur modèle économique. Moi, je parle de transformation de modèle économique grâce à la transition, etc. De plus en plus de consultants parlent de la transformation des modèles économiques grâce à l'IA. Et pour moi, la question de la RSE dans tout ça, c'est vraiment, encore une fois, d'encadrer, de comprendre quels sont les enjeux. Nous, notre rôle là-dedans, c'est vraiment de comprendre quels sont les enjeux, quels sont les risques. Et encore une fois, on sait qu'ils sont immenses. Et d'accompagner les dirigeants pour ne pas mettre en péril leur société avec des technologies qui aujourd'hui sont finalement assez mal connues et assez mal maîtrisées. Merci beaucoup, Neige, Merci pour à toi. ton regard d'experte RSE sur ce monde qui se transforme, qui s'accélère, mais qu'on doit maîtriser. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci pour l'invitation et À à bientôt. bientôt. À bientôt sur Déclic.